Bonsoir. Notre pays abrite à partir de demain le sommet du G5 Sahel qui regroupe le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie. Cette rencontre de Nouakchott intervient dans un moment crucial de la vie des populations du Sahel, notamment avec la multiplication des actes terroristes au niveau de l'espace sahélien, d'où l'importance d'une nouvelle approche sécuritaire qui tient compte de la montée en permanence des forces armées du G5 Sahel, mais aussi de la mise en place d'un plan de développement économique et social des pays du Sahel. Ce soir, nous avons comme invité le général Oumarou Namata, commandant de la force conjointe du G5 Sahel. Bonsoir, mon général. Bonsoir, nous recevons également M. Yahya Oulkebd, qui est chargé des missions à la présidence de la République. Bonsoir, monsieur le chargé des missions. Bonsoir. Avant de commencer, donc merci aux invités d'avoir répondu à notre invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous proposons un récapitulatif des événements qui se passent dans l'espace sahélien. Analyse de mon confrère Mamadou Gueye. Relever le défi sécuritaire imposé par des groupes terroristes. Telles sont les raisons de la création, le 16 février 2014, des forces du G5 Sahel. Objectif garantir dans des conditions de paix, de sécurité et de développement durable partout et pour tous. Mais aussi de faire des pays du G5 Sahel un espace économique intégré, socialement prospère, culturellement riche, où la sécurité et la paix règnent durablement. Malheureusement, l'espace sahélien est soumis à une situation d'instabilité chronique. Des groupes terroristes qui s'acharnent sur les populations, attaquent des bases militaires, multiplient les incursions au Niger, au Tchad, au Burkina Faso, tout en maintenant la pression sur les différentes forces en présence au Mali. La zone des 3 frontières Mali, Niger, Burkina est devenue leur champ de prédilection. Les forces armées maliennes, la MISMA, les forces Barkhane, les forces armées partenaires semblent ne pas être en mesure d'apporter des réponses aux attaques terroristes au cours de ces 2 dernières années. C'est pourquoi la rencontre de Nouakchott qui compte rassembler les chefs d'État du G5 Sahel ainsi que des multiples acteurs de la paix et de la sécurité, la paix et la sécurité en Afrique, tenteront de diagnostiquer la situation et d'apporter des pistes de réflexion susceptibles de faire évoluer la situation au Sahel. Des stratégies sécuritaires ont été dévoilées en vue de renforcer la paix et la sécurité dans les pays du Sahel. C'est le cas de la Mauritanie qui compte définir les axes de sa stratégie sécuritaire. Cette stratégie a été articulée autour de 2 axes principaux. Une lecture analytique de l'environnement géostratégique pour définir la typologie et les causes profondes de la menace et le renforcement des capacités sur le plan opérationnel. Il s'agira également de faire le point de la situation sur le plan économique et social à travers les instruments du G5 Sahel, à savoir la stratégie pour le développement de la sécurité des pays du G5 Sahel qui se veut la synthèse des stratégies et des initiatives en faveur du Sahel, dont elle a en charge la coordination au niveau des États membres. Elle veut privilégier les zones transfrontalières. Elle a pour objectif global de contribuer par des actions régionales à assurer le bien-être socio-économique des populations à travers une croissance inclusive et soutenue dans un environnement sécurisé. L'autre instrument du G5 Sahel, le programme d'investissement prioritaire. Le PIP fournit un descriptif des actions requises et de leurs coûts pour permettre au Sahel de tendre vers la paix, la sécurité, la prospérité et la concorde. Il a été défini sur la base des orientations données par la conférence des chefs d'État.
Ainsi, les projets ont été identifiés conformément aux 4 piliers ci-dessous: défense, sécurité, gouvernance, infrastructure, résilience et développement humain. Rebonsoir, comme vous venez de le constater, chers invités, la situation au Sahel est préoccupante à plus d'un titre. Quelle lecture faites-vous de l'analyse de mon collègue sur la situation? Général Oumarou Damata. Merci, Monsieur Zamzam. Votre collègue vient de dresser un tableau selon sa lecture, qui se veut sombre. C'est vrai, il y a eu assez de pression, aussi bien sur les populations civiles que sur les forces de défense et de sécurité. Mais néanmoins, il y a lieu de relativiser les choses, parce que, à notre humble avis, en dépit de l'émotion qui a fait foi en des moments, il y a eu des actions conséquentes, appréciables, de la part des forces de défense et de sécurité ayant permis des avancées assez significatives sur le terrain contre les forces du mal. Donc la situation, certes, a connu des moments difficiles, mais elle n'est pas désespérée, comme on semble nous la présenter. Il a fait allusion aux dernières opérations terroristes au niveau de certains États, comme le Burkina, le Mali, sans pour autant mettre en relief le dispositif sécuritaire mis en place par le G5 Sahel. Absolument. Cet espace que vous venez de décrire, que nous appelons la zone des 3 frontières ou le fuseau centre de la force conjointe du 5 Sahel, a connu des assauts en des moments, notamment le dernier trimestre 2019 et les toutes premières semaines de 2020. C'est vrai. Mais dans ce même espace, depuis un certain temps, la peur est en train de changer de camp. Et c'est cela que nous souhaiterions que la population et vous-même, que vous puissiez noter pour ne pas donner l'impression d'une peur généralisée dans cet espace. D'accord, merci. Avec le chargé d'émission à la présidence qui suit de près le dossier du G5 Sahel au niveau de la Mauritanie, quelle lecture faites-vous, monsieur le chargé d'émission, de la situation actuelle qui prévaut dans la zone? Merci. Merci, monsieur Zamzam. Bon, côté militaire, elle vient d'être analysée, l'évaluation vient d'en être faite, elle n'est pas si dramatique que ça. Il y a bien sûr des foyers de tension, mais c'est des foyers de tension qui sont maîtrisables, me semble-t-il. Et aussi, il y a une vraie stratégie d'endiguement qui se met en place de plus en plus et qui traite notamment des causes réelles de cette situation, c'est-à-dire du terreau de l'extrémisme violent, qui est bien entendu le sous-développement dans ses différentes formes. Donc, bon, situation conjoncturelle peut-être pas très reluisante, mais situation à long terme qui est assez rassurante par les mesures qui sont en train d'être prises, aussi bien militaires que sécuritaires, que également les actions de développement, la stratégie de développement et de sécurité qui se met en place, le plan d'investissement prioritaire qui est sa déclinaison, et tout dernièrement, le cadre d'action intégrée
qui est prioritaire intégré, qui vient d'être adopté et qui est appelé justement à rendre plus efficaces les interventions globales du G5 Sahel, aussi bien en termes de sécurité que militaire, qu'au niveau des actions de développement. Ah, oui. Allez-y. Dans ce cadre, justement, vous voyez qu'il y a une présidence tournante des pays du G5 Sahel. Elle revient à la Mauritanie pour l'exercice prochain qui doit commencer demain. Vous savez, le Burkina Faso va passer le flambeau à la Mauritanie. Chaque présidence en exercice présente au nom des autres pays une feuille de route. Alors, cette feuille de route a été, bien entendu, discutée avec l'ensemble des partenaires. Elle reflète de manière très, très participative et interactive. En amont, tous les points focaux des 5 pays y ont participé, tous les partenaires y ont participé. Le secrétariat permanent y a mis également sa forte contribution. Et donc, le résultat de tout ça, le gouvernement a mis en place, ou la présidente de la République précisément a mis en place un comité interministériel qui est épaulé par un comité technique, comité interministériel qui présente tous les ministères concernés par la problématique du G5 Sahel, aussi bien sécuritaire que développementaliste, si j'ai pu m'exprimer ici. Et il est épaulé par un comité technique. Et ce comité technique-là a aidé le comité interministériel à préparer la feuille de route qui est là et qui a pour, disons, thème majeur jeunesse et espoir. Vous voyez la photo, elle donne une photo assez radieuse de la jeunesse d'avenir. Donc, c'est un peu d'espérance qui se profile déjà à travers cette feuille de route qui est articulée autour de 3 axes, inspirée, bien entendu, de la stratégie générale du G5 Sahel, de son plan d'investissement prioritaire, et qui s'articule donc autour de 5 axes prioritaires, sachant qu'un mandat ne dure qu'une année. Alors, ces 5 axes recoupent celles ou ceux qui ont été déjà adoptés pour la stratégie et pour le plan d'investissement prioritaire. Donc, des priorités ont été retenues donc, voilà, dans le cadre de cette stratégie qui cible le genre et les jeunes. Non. Le thème central, le thème porteur par chaque exercice a un thème. Le thème central, c'est les jeunes, parce que les jeunes ont un rôle extrêmement important dans la prévalence de la paix et dans le développement. Et par conséquent, on mise sur eux, on bâtit sur eux, pour qu'il y ait beaucoup plus d'espérance au niveau de... Dans le cadre d'une sensibilisation qui sera enclenchée, donc. Bien sûr. Et ces axes-là tournent autour de, je l'ai dit tantôt, de 5 axes. Donc, c'est à peu près le même nombre d'axes qui a été de la stratégie. Le premier, c'est l'axe défense-sécurité. Donc, toutes les actions, tous les aspects liés à la sécurité et à la défense. Dans défense, les aspects purement militaires. Sécurité, ce sont les aspects qui sont liés à la sécurité préventive, mais aussi aux aspects de la police judiciaire, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui concourt à prévenir les dérapages par rapport à l'ordre public. Troisièmement, il y a aussi un aspect qui est lié peut-être indirectement à la sécurité, mais qui est quand même, qui est on peut appeler ça l'implantation des structures étatiques au niveau des zones frontalières et des zones de conflit en général. Et là, il faut qu'il y ait un peu plus de présence. Le Mali a commencé à Kidal, c'est déjà un très bon pas, et c'est un bon signe. Et puis, il faut que l'autorité de l'État s'installe partout et que l'État couvre sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Par la mise en place des administrations, par la mise en place d'une police de proximité et également par la mise en place de structures judiciaires pour répondre aux besoins de la population. Le deuxième axe, il a trait au développement. Résilience, développement humain, infrastructure. Donc tout ce qui est lié
aux aspects économiques, création d'emplois pour les jeunes et les femmes notamment, qui sont des segments extrêmement porteurs dans la stratégie du Sahel. L'économie locale, essayer de la revivifier, créer une chaîne de valeur au niveau de l'agriculture, par exemple, et au niveau de l'économie locale dans son ensemble. Des services publics locaux, tels que l'eau, qui est vitale, tels que l'électricité, tels que l'éducation, tels que la santé, et l'ensemble les filets de sécurité pour répondre aux besoins des plus pauvres. Et on ajoute les autres infrastructures, notamment les routes, l'intégration régionale qu'il va falloir renforcer au niveau des axes routiers. Il va falloir peut-être achever ou boucler le financement des corridors routiers qui devaient relier les différentes, ou du moins, disons, terminer les axes nationaux. Le désenclavement donc de la zone sahélienne. Pour que la jonction se fasse entre les différents pays du Sahel. Il faut également penser, on est au stade de l'étude de faisabilité dans les chemins de fer, donc le ferroviaire. Et il faut peut-être aussi parler d'une compagnie aérienne, sans parler d'une réflexion stratégique qui doit s'enclencher sur un programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ça, c'est le deuxième axe qui est l'axe, dirions-nous, économie et développement. Vous avez parlé de plusieurs axes. Oui, le troisième axe, oui, c'est ça, j'y viens. Le troisième axe, c'est l'axe, comme on dit, dialogue intercommunautaire qu'il va falloir également revigorer. On a tous les mécanismes traditionnels qu'on peut utiliser d'arbitrage. La sensibilisation des populations tout au long de l'espace sahélien. Le programme d'éducation pour la paix, les discussions de tout genre qui se sont d'ailleurs déjà enclenchées. Il y a surtout peut-être la valorisation du dernier forum qui vient de se tenir à Nouakchott, la fameuse déclaration de Nouakchott sur l'islam en Afrique, et qui a eu des conclusions extrêmement importantes qu'il va falloir peut-être répliquer au niveau des différents pays, qu'il va falloir capitaliser pour justement déconstruire les discours extrémistes. Il y a un programme d'éducation pour les jeunes et de sensibilisation. Alors, le quatrième axe a trait à la diplomatie. Il va falloir des actions diplomatiques fortes en soutien à l'action des pays pour la mobilisation des fonds, mais aussi pour qu'il y ait une pérennité des financements. Parce que, et ça c'est un challenge extrêmement important, il va falloir que le Conseil de sécurité... Mais parmi tous les axes que vous avez soulevés, monsieur le chargé des missions, qui concernent le développement, la lutte contre la pauvreté, l'accès à la santé, à l'éducation, à l'eau, le désenclavement, ça nécessite des moyens financiers importants. Est-ce que le G5 dispose des moyens suffisants pour mettre en œuvre cette stratégie? On l'espère. Disons, c'est là peut-être que nous envisageons, à travers la feuille de route de l'exercice du mandat mauritanien, qu'il y ait des actions diplomatiques fortes, d'une part pour pérenniser le financement, parce que sans l'inscription de la force conjointe du G5 Sahel sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, il n'y aura peut-être pas de garantie de pérennité, de pérennisation de ces financements. Il va falloir donc le faire et c'est vraiment, je dirais, un choix stratégique qu'il va falloir concrétiser. Il va falloir amener, et c'est ce qu'on envisage, une réunion, faire tenir une réunion du Conseil de sécurité avec l'ensemble de ses membres, les 15 membres, à Nouakchott, pour justement essayer de mobiliser les fonds qui ont été promis lors du sommet de Nouakchott de 2018. Donc, il va falloir faire cela. Et il va falloir mener aussi de fortes actions, les ministères concernés, les ministères de l'économie, les ministères des Affaires étrangères, auprès
de certains partenaires bilatéraux pour pouvoir justement compléter les financements. Et parce que les dépenses sécuritaires pèsent beaucoup, parce que dans certains pays déjà, ils sont entre 30 et 40% du budget, c'est fort. Il va falloir également négocier, faire le plaidoyer auprès des institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale et le FMI, pour que justement l'effet d'éviction sur les dépenses sociales soit pris en compte. Parce que déjà, ça affecte les dépenses sociales. Et les pays font un grand effort pour maintenir la paix sociale, l'ensemble des pays, et pour maintenir les services publics dans tous les endroits. Et donc, c'est déjà quelque chose de bien. Alors, il ne faut pas me faire oublier le 5e axe, qui est extrêmement important. Et il va falloir soutenir tout cela par des mécanismes de suivi et évaluation. Et dès que le sommet s'achève, on doit bientôt se mettre à l'œuvre et faire en sorte de mettre en place ce qu'on appelle un guide pour la mise en œuvre de la feuille de route mauritanienne dans le cadre d'un atelier de capitalisation qui va avoir lieu à Ouagadougou. Alors, il va falloir également mettre en œuvre ou achever de mettre en œuvre les recommandations de l'audit organisationnel du secrétariat permanent pour plus d'efficacité de son action. Et il va falloir aussi faire en sorte qu'il y ait un suivi stratégique et opérationnel de l'action. Et on a les outils pour ça. On a les institutions déjà du G5 Sahel qui doivent fonctionner pleinement. Et il y a les mécanismes habituels qui sont des suivis mensuels et des suivis trimestriels de cette feuille de route-là, qui est déclinée par ailleurs en plan d'action, qui est opérationnalisé en plan d'action, avec un échéancier précis et en indiquant les structures qui seront responsables de la mise en œuvre. Merci, monsieur le chargé d'émission. On va revenir plus en détail sur le volet social, le volet économique. Bien volontiers. Et le genre. Donc, pouvez-vous nous faire le bilan écoulé de la force conjointe G5 Sahel, la Mauritanie qui reçoit à partir de demain donc la présidence du G5 Sahel. Quelle évaluation faites-vous du bilan écoulé, en général? Merci, M. Zamzam. L'année écoulée a été, pour la force conjointe, riche en événements. Riche à plus d'un titre. D'abord, du point de vue de son opérationnalisation, on est en plein dans la montée en puissance. Et dans les toutes prochaines semaines, nous serions en mesure de déclarer la pleine capacité opérationnelle de la force. Ça, c'est du point de vue de capacité. Du point de vue des opérations, l'année 2019, la force conjointe compte à son actif 20 opérations. 20 opérations qui ont été menées avec des résultats fort appréciables. C'est vrai qu'en des moments, les pertes subies dans l'espace ont fait vite oublier cet effort. Et c'est peut-être le lieu de rendre hommage à nos victimes civiles et militaires de l'espace sahélien. Du point de vue de la coordination avec les forces nationales concurrentes et les partenaires, il y a eu un grand effort qui, somme toute, a porté aussi ses fruits. Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, la coordination est parfaite entre la force conjointe et les armées nationales, dont elle en est une parfaite émanation.
parfaite coordination avec les partenaires. Entendez par partenaire la force Barkhane, la MINUSMA pour le soutien logistique et le UTM dans le cadre de la formation. C'est des résultats que nous sommes fiers d'annoncer aujourd'hui. Et toute la démarche au niveau de la force conjointe procède à l'atteinte des résultats qu'ils viennent de décliner dans la feuille de route de la présidence mauritanienne. Mais suite aux attaques répétitives constatées au niveau du Mali, au niveau du Burkina, est-ce que vous n'avez pas tiré les leçons de ces attaques-là pour assurer une meilleure vigilance au niveau des zones de l'espace sahélien? Oui. Chaque incident est une leçon à prendre pour nous. Et des dispositions ont été prises, sont en train d'être améliorées avec l'appui des armées nationales, comme je l'ai dit tantôt, donc avec leur coordination, avec l'acquisition des moyens provenant de l'appui de l'Union européenne et des efforts des armées nationales. Les partenaires, ils sont très nombreux. Ce n'est pas le lieu peut-être de les citer, mais avec l'appui des partenaires en général, l'équipement se poursuit et nous adaptons notre stratégie au contexte, à l'évolution de la menace sur le terrain. Merci, mon général. Monsieur le chargé des missions, compte tenu des menaces terroristes constatées ça et là, tout au long de la frontière sahélienne, est-ce que vous ne voyez pas au niveau de la communauté internationale un intérêt nouveau d'appuyer un peu les forces du G5 Sahel pour mettre un terme à ces attaques terroristes? Oui, il y a un vrai regain d'intérêt pour le Sahel. Aujourd'hui, vous constatez que, d'abord, j'ai oublié tout à l'heure de le dire, que lors du sommet de Pau, il y a eu un appel à une large coalition internationale de soutien des pays du G5 Sahel. Et cet appel a été apparemment entendu parce que vous voyez qu'il y a une affluence de tous les pays parce que l'Alliance Sahel ne cesse de s'élargir. Elle compte 13 membres et déjà pas mal d'observateurs. Et elle a été très tôt rejointe. Au début, elle était à l'initiative de la France, de l'Allemagne, de l'Union européenne. Et très tôt, très rapidement, elle a été rejointe par le programme des Nations Unies, le programme de développement des Nations Unies. Et en même temps, certains pays, comme l'Italie, l'Espagne, le Danemark, les Pays-Bas, se sont joints à cet appel-là. Donc, il y a une coalition qui s'élargit déjà et qui prend de plus en plus de l'ampleur. Et ça, c'est déjà un signe extrêmement encourageant. Du point de vue des financements, bon, dans le budget du PIP, c'était à peu près 2 milliards, donc 1,9 milliard d'euros. Et maintenant, les promesses sont allées jusqu'à 2,4 milliards. Vous voyez que déjà, on est sur une bonne trajectoire. Mais cela dit, la mobilisation effective des fonds, je n'ai pas de chiffres par rapport à ça, mais je pense que ça progresse quand même. Mais est-ce que ces ressources financières que vous venez d'évoquer permettent de couvrir l'ensemble des besoins inscrits dans le cadre de la stratégie de développement socio-économique au niveau des zones cibles? Bon, si toutes ces ressources sont mobilisées, elles le seront, sans doute, elles vont couvrir les besoins. Mais la grande question, est-ce qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour que, effectivement, ces ressources puissent être réellement mobilisées? Le rythme
n'est pas si mauvais que ça, parce que les programmes ont déjà commencé dans certains pays. Le secrétariat permanent est en train de se doter des outils qui lui permettent d'avoir une évaluation statistique plus précise des contributions des uns et des autres, parce que justement, il y a parfois des aides qui passent par les canaux nationaux, il y en a qui passent directement au G5 Sahel, mais il y a une mobilisation extrêmement importante, tant au niveau bilatéral qu'au niveau multilatéral. Parce qu'il n'y a pas que l'Union européenne, il y a également les organisations régionales. N'oublions pas l'Union africaine, n'oublions pas la CEDEAO, qui est déjà à l'œuvre. Mais il y a également certains fonds arabes et il y a certains pays même, la Chine par exemple, qui s'intéressent déjà à cela et qui est prête à contribuer. Donc, il y a une vraie mobilisation qui prend les dimensions d'une mobilisation internationale. Et le vrai défi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'essayer de convaincre l'opinion internationale que la force du G5 Sahel doit être inscrite sur le chapitre 7 des Nations Unies pour que justement ça soit contraignant et pour qu'on puisse assurer une pérennité des financements de la force G5 et justement libérer les fonds pour le développement des 5 pays. Parce que, on l'a dit, on l'a redit, les terreaux de tout ça, de l'extrémisme violent, du terrorisme, c'est justement le sous-développement dans ces différentes manifestations, pauvreté, ignorance, j'en passe. Et donc, il y a lieu justement de traiter cette problématique-là à la racine. Et c'est ce que vise justement la vision du G5 Sahel, c'est ça. C'est une approche systémique qui rend la sécurité un élément dans tout et qui fait qu'elle est intimement liée aux problématiques du sous-développement et qu'il va falloir donc traiter dans les racines pour que ça ait le meilleur impact. Alors, le choix dans un premier temps, c'est d'essayer de faire des actions à impact rapide pour soulager les populations et pour renforcer la résilience de ces populations-là dans tous les domaines. Et dans ce cadre, j'ai oublié aussi de le dire dans le volet économique, il est proposé un fonds d'investissement qui sera ouvert à tout le monde pour justement pérenniser là aussi les financements du G5 Sahel. Donc, concernant justement l'aspect social, l'aspect économique qui implique le genre de la politique, dans la politique de gestion de la crise, alors quelle est la nature de l'implication des femmes dans le G5 Sahel? Est-ce qu'il y a des programmes de développement qui ciblent essentiellement les femmes au niveau des zones vulnérables? Bon, écoutez, malheureusement, la représentante de la plateforme du G5 mais c'est inscrit quand même dans le cadre de la stratégie. N'est pas là. Cela dit, je vous dis que les 2 franges les plus visées et les plus ciblées, ce sont les femmes, jeunes et les parce femmes. Que les ménages, vous savez, ça repose essentiellement sur les femmes. Et les femmes seront particulièrement ciblées par des activités génératrices de revenus qui les libèrent. Elles sont surtout, elles aussi, victimes des opérations terroristes aussi. Voilà, et qui les insèrent dans la chaîne productive. C'est ce qu'elles sont visées. Et les jeunes également, parce que les jeunes sont désœuvrés, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont peut-être pas d'espoir, sont souvent mal formés ou la formation n'est pas adaptée. La création d'opportunités d'emploi, voilà, donc à travers des projets. À travers des projets, mais il faut former pour ça. Parce qu'il faut qualifier. Pour que l'action soit une action durable, il faut absolument qu'il y ait que les jeunes, aussi bien les jeunes que les femmes, soient formés sur un métier donné pour pouvoir contribuer à la production et se sentir vraiment, au lieu d'être des consommatrices, qu'elles soient véritablement des actrices du développement et qu'elles puissent contribuer à la paix sociale et à la création justement de valeurs ajoutées au niveau local. Sur le plan sécuritaire, est-ce qu'il y a une campagne de sensibilisation qui accompagne un peu les efforts de sécurité menés ça et là? C'est-à-dire faire convaincre les jeunes
de renouer avec un certain nombre de mentalités qui incitent au terrorisme? Effectivement, sur le terrain, au travers des actions civilo-militaires, les missions approchent la jeunesse. Et ça sera davantage intensifié par la présence effective des troupes au sol et dans l'espace aujourd'hui occupé par l'ennemi qui sera déguerpi. Et cette présence va rassurer la population, va permettre à moyen terme le retour des services régaliens de l'État, va permettre la prise en compte par les services de sécurité intérieure qui accompagnent les services de collectivité, la reprise des services sociaux de base. Et c'est par ce canal, effectivement. Mais est-ce qu'il y a eu le déploiement des leaders religieux, par exemple, à l'image des expériences de la Mauritanie et des autres pays? Oui, ça va graduellement. D'abord, il s'agira pour nous de confirmer l'effectivité de l'occupation du terrain. Et à la suite, on fera au travers peut-être des missions qui se voudront foraines, qui suivront le déplacement des troupes, tous ceux qui procèdent ou qui permettra la visibilité de la présence de l'État va pouvoir être projetés sur le terrain. Monsieur le chef de mission, par rapport à ce point. Sur cet aspect, le général vient de le dire, il y a des actions civilo-militaires. Donc, on essaie de créer la confiance entre les forces armées qui ont une mission extrêmement noble de faire régner la sécurité, et de garantir la sécurité des territoires, des différents territoires, mais également, ils n'ont pas que ça. Ils ont une mission de développement, ils ont une mission d'accompagnement des populations qu'ils mènent déjà sur les différents terrains. Moi, je viens de lire tout à l'heure le bilan du G5 et je crois avoir vu que dans nombre de pays, ces actions sont déjà réelles sur le terrain et qu'il y a pas mal, disons, d'actions de développement que mènent les différentes armées au niveau des différents pays et qui créent des passerelles avec les populations locales. Et alors, s'agissant de l'aspect éducation pour la paix, tous les bilans l'ont également dégagé. Il y a énormément d'actions qui sont menées actuellement au Niger, au Mali, dans les différents pays, pour justement faire répandre cette culture de paix et dans laquelle on utilise aussi bien les leaders d'opinion, ce qu'on appelle les leaders communautaires, les imams, les leaders religieux, que la société civile globalement, et qui sont menés. Donc il y a des comités d'arbitrage, ce qu'on appelle les ambassadeurs de paix, qui sont déjà mis en place, et c'est un ensemble des mécanismes qui sont mis en œuvre pour que, justement, soutenir l'action répressive, si je puis m'exprimer ici, des forces du G7, de la force conjointe. Donc, il n'y a pas que cela. Il y a 4 autres volets qui sont, d'abord, qui sont interdépendants et qui soutiennent et qui sont pris avec la même vigueur, la même énergie pour qu'ils aient le plus grand impact sur les populations locales, leur bonheur, et pour que le Sahel se transforme réellement
ce qu'il est maintenant. Vous venez de dresser une image peut-être pas très gaie, mais qui le sera bientôt et nous espérons qu'il va se transformer. Donc la stratégie sera mise en œuvre à partir, vous pensez que 2020 va constituer donc le début de la mise en œuvre de cette stratégie de développement socio-économique dont vous parlez? Elle a déjà commencé, mais au niveau de certains pays. Nous constatons que cette année-là, 2020-2021, qu'elle prendra vraiment sa vitesse de croisière et qu'elle pourra vraiment mener des actions réelles de développement et d'intégration de l'espace. Parce que le Sahel est aussi un espace d'intégration économique. C'est-à-dire que les priorités ont été déjà définies dans le cadre de cette stratégie. Tout à fait. Les populations cibles. Tout à fait, tout à fait. Et avec les populations aussi, parce que déjà, vous savez, les élus locaux sont associés, les leaders locaux le sont, et il y a énormément de segments de jeunes, de femmes, et donc de différentes structures locales et d'acteurs locaux qui sont associés pour s'approprier l'action du G5 Sahel et pour justement que les actions qui seront mises en œuvre répondent aux besoins réels des populations. Est-ce que dans le cadre de, par exemple, des attaques terroristes au niveau de certaines zones sahéliennes, la force du G5 Sahel n'a pas pris en considération la nécessité de redynamiser les comités villageois afin de les doter d'informations nécessaires sur telle ou telle menace susceptible d'entancher un peu le climat des populations? Ce volet, il est beaucoup plus interne aux États. Quant à la force conjointe, elle anime les activités des bataillons mis à sa disposition. Tout ce qui concerne le volet dont vous venez de faire cas, cela concerne beaucoup plus les États au travers de leur organisation interne de masse. Mais quand nous sommes avertis de leur présence, nous considérons que c'est des actions internes d'autodéfense, comme vous le dites, et nous composons avec. D'accord, mais c'est-à-dire que les populations au niveau de ces zones-là soient sensibilisées sur le danger de ces menaces terroristes. Parce que nous avons vu l'expérience mauritanienne dans certains endroits, les populations étaient très vigilantes par rapport à certaines attaques terroristes qui dénoncent même au moment opportun les ennemis et les dispositions sont prises automatiquement. Ma question, c'est de pourquoi ne pas généraliser cette expérience au niveau de ces autres zones avec l'implication des populations. Chaque pays a sa manière de faire et je crois que tous les pays le font en fait. Parce que la circulation de l'information est fondamentale. Il y a ce qu'on appelle d'approche. Il y a les structures formelles telles que les communes et les comités villageois qui existent déjà. Certains pays ont le niveau de village, certains pays ont le niveau de quartier qui est formalisé, qui est donc une structure de l'administration, qui est donc mise en œuvre, qui est, disons, mise à profit, pardon. Et il y a aussi des sociétés civiles extrêmement développées, tant ici qu'au Mali, qu'au Niger, qu'au Tchad, qu'au Burkina Faso, et qui sont mises à profit. Et je crois que partout, il y a des comités locaux qui collaborent très bien avec l'État. Et l'État joue bel et bien, jusqu'à présent en tout cas, les missions régaliennes qui sont les leurs. Et on le voit avec, disons, l'installation de l'administration à Kidal et tout cela. C'est de très bons signes qui montrent que déjà les États sont en train de recouvrir l'ensemble des zones et qu'il y a une présence non seulement des services régaliens, mais des services publics habituels, santé, éducation et énergie, pour répondre aux besoins de la population. Et je crois que c'est une dynamique qui est déjà là et qui s'accélère au niveau de tous les pays. Donc aujourd'hui, mon général, vous pouvez dire que si l'aspect sécuritaire, la menace terroriste est complètement maîtrisée par les dispositifs de sécurité au niveau des États membres du G5 Sahel?
Je vous confirme qu'aujourd'hui, la situation de l'espace G5 Sahel, la situation sécuritaire est sous contrôle. Donc vous disposez des moyens nécessaires pour faire face un peu à ces attaques terroristes? Nous disposons des moyens nécessaires, nous disposons des capacités nécessaires pour y faire face. Et en ce qui concerne la formation des ressources humaines? La formation, vous savez, c'est un processus évolutif. Elle est permanente dans la vie du militaire. À tous les niveaux, on se forme ou on se fait former. C'est pour cela que je faisais cas, au début de ma parole, de ma intervention, je faisais cas de l'UITM, dont les services sont appelés à évoluer et à sortir du cadre unique malien où ils opèrent. C'est formateurs européens. Donc, actuellement, au niveau de la force conjointe, nous coordonnons étroitement avec eux et dans notre grande satisfaction. Donc, monsieur le chargé d'émission, la rencontre de Nouakchott demain verra la prise par la Mauritanie du commandement du G5 Sahel par le président de la République, M. Mohamed Ahmed Ghazouani. Quels sont les points forts inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre de demain? Écoutez, il y aura une déclaration du G5 Sahel, donc un communiqué final, ça c'est sûr. Il y a évidemment le rapport d'activité, ça c'est secrétariat permanent, ce sont les activités habituelles, il y aura les bilans. Et bon, parallèlement, quand il y aura le passage du flambeau, il y aura bien sûr la présidence mauritanienne qui va prendre, qui va conduire l'action future. Donc, c'est un peu le scénario que vous connaissez. Il y aura, j'imagine, parce que je ne suis pas vraiment en fait de l'agenda dans sa dernière version, mais je sais que, parce que c'est un aspect qui relève du secrétariat permanent, qui est l'outil technique et opérationnel, le bras opérationnel du G5 Sahel. Il y aura sans doute les bilans de la présidence du Burkina Faso. Et il y aura le communiqué final qui sera lu, et il y aura parallèlement la grande rencontre, l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel, qui va se tenir un peu avant le sommet, et qui a elle aussi un communiqué fort dans le sens du soutien du G5 Sahel. Le mandat est de combien d'années? Une année. Une année, ah d'accord. Oui. Donc, la présidence est d'une année. D'accord. Donc, mon général, une question par rapport à la stratégie militaire initiée par les membres du G5 Sahel. Est-ce que ces stratégies, durant leur mise en œuvre, vous avez constaté certaines failles au niveau de certains points de défense? Parce qu'il y a eu des attaques répétitives au niveau du Mali, au niveau du Niger, au niveau du Burkina, dans certains villages. Non. Les cas d'attaque ne justifient pas l'appellation de faille dans une stratégie. La force conjointe a un document de base de référence qui est son concept stratégique. Mais ça veut dire qu'il n'y avait pas une large couverture au niveau de ces zones-là? J'arrive. Donc, ce CONOPS, à son départ, limitait les actions de la force conjointe à une borne de 50 km de part et d'autre. Avec le temps, il s'est avéré nécessaire de procéder à un toilettage de ce document de base, toilettage qui fait suite à la nécessité de changement de format
et de posture conséquemment à l'évolution de la menace. Donc, ces failles, c'est trop dit. Et aujourd'hui, depuis le dernier comité défense et sécurité tenu les 24 et 25 janvier à Ouagadougou, ce document a été révisé. Il est conforme à nos attentes et il s'adapte parfaitement au contexte actuel du terrain. D'accord, monsieur le chargé de mission. Il y a une montée en puissance de la force du G5, aussi bien en nombre qu'en équipement. Et déjà, il s'adapte au fur et à mesure que les actions agressives se développent et se perfectionnent. La force s'adapte, elle aussi, elle a ses moyens de s'adapter, et le général vient de le confirmer. Et déjà, elle a une stratégie très claire là-dessus, et je crois que les choses plutôt s'annoncent bien. Et bon, on espère, et en tout cas le président Mohamed El Cheikh Al Ghazouani a voulu que la feuille de route mauritanienne soit à la fois ambitieuse et réaliste. Des termes qui pourraient vous paraître contradictoires. Ambitieuse parce qu'il faudra vraiment qu'il y ait des actions fortes, comme celle que je viens de dire, mais réalisable aussi dans le temps qui est très limité. Et c'est pourquoi on a sélectionné quelques points, ici à la fin, qui sont parmi la liste des différentes actions définies. On a sélectionné quelques 18 points que nous pensons être faisables dans les 3 ou 4 prochains mois. Déjà, parce qu'elles sont soit engagées, soit pouvant en tout cas être mises en œuvre dans cet horizon temporel-là. Donc, je crois qu'avec la stratégie militaire qui est en train d'être peaufinée, avec les différents axes, les autres volets, le volet économique, le volet social, le volet infrastructurel, et également le volet communication, le volet dialogue, ainsi de suite. Cet ensemble-là d'actions, cette stratégie multiforme, pourra réellement parvenir à des résultats réels et tangibles pour qu'il y ait une véritable mutation qualitative de l'action du G5 Sahel. Et par rapport aux questions des droits de l'homme? Questions de droits de l'homme, ils sont au cœur de l'action du G5 Sahel. Et j'ai tout à l'heure dit que le déploiement des différentes forces, notamment la force de police, qu'elle soit ce qu'on appelle l'unité prévôtale et ce qu'on appelle l'unité d'investigation, il faut que la police judiciaire soit exécutée comme il se doit et que les droits de l'homme soient préservés, scrupuleusement préservés dans les actions d'investigation qui seront faites et peut-être les différentes actions qui seront prises dans ce sens-là. Donc, le volet droits de l'homme est à la fois un volet horizontal, transversal, qui sera pris en compte partout dans les actions de développement, mais même dans les actions purement militaires, il sera pris en compte parce que les procédures judiciaires seront scrupuleusement respectées et c'est un des piliers également et des principes majeurs de la stratégie et du PIP du G5 Sahel. Donc, mon général, le temps que nous a imparti touche à sa fin. Vous avez un dernier mot par rapport à cette rencontre de Nouakchott? La rencontre de Nouakchott, elle est statutaire. Elle intervient périodiquement à la fin de chaque mandat. Ça nous a permis d'évaluer l'année écoulée et de prendre des engagements pour celles qui commencent.
Mais je profite de l'occasion pour rebondir sur le sommet de Pau dans le chef de mission Africa. Il n'y avait pas que des actions politiques. Dedans, il y avait des directives militaires traduites sous forme de mécanismes de commandement conjoint au fuseau centre. Ce mécanisme nous a permis de mettre en place un poste de commandement conjoint jouxtant le PC du fuseau centre, sinon cohabitant avec le PC du fuseau centre, qui regroupera une 50aine d'officiers de la force conjointe, de la force Barkhane, des armées du fuseau centre et des partenaires américains, dont j'ai l'honneur de commander personnellement. Merci. Et je confirme que ce dispositif est opérationnel aujourd'hui. Merci. Un dernier mot, monsieur le chargé de mission. C'est un mot d'espoir, tout simplement. Je pense que, au risque de me répéter, de dire que déjà le terrain est balisé sur tous les plans. La stratégie se peaufine de plus en plus. La mobilisation des fonds est en marche. Les différents partenaires sont partants. Côté présidence mauritanienne, je reviens là-dessus, le comité interministériel qui est sous l'égide de la présidence de la République et où il y a son ancrage, continue à suivre de près la feuille de route mauritanienne pour qu'elle traduise au mieux les options des pays du 5 Sahel et pour qu'elle donne un coup d'accélérateur au plan d'action de la force du G5 Sahel, enfin des pays du G5 Sahel. Merci, voilà. monsieur le chargé d'émission. Sur ce prend fin notre émission Zoom Sur que nous avons consacrée à la tenue des assises du G5 Sahel, les chefs d'État des pays membres qui sont déjà à Nouakchott. Merci au général Oumarou Namata qui est commandant de la force conjointe du G5 Sahel. Merci mon général. Merci, M. Zanza. Merci également à M. Yahya Oulkebd qui est chargé d'émission à la présidence de la République. Merci monsieur le chargé d'émission. Merci M. Zanza. Et merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci.